Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. Le contexte mondial est-il phagocyté? Les règles du jeu sont-elles biaisées, tronquées? N'y a-t-il plus espoir dans le monde actuel? Répondre à cette question m'amènera à évoquer respectivement les 6 grandes régions géographiques du monde. Je suis John Bapou, Africa Light est pour vous, Africa Light est avec vous. Ensemble, nous rendrons ce monde meilleur. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Le contexte mondial ». À la question de savoir s'il y a encore espoir face à un contexte mondial délicat et à la limite hyper conditionné, avant d'y répondre, je tiens à souligner que ces avis n'en tiennent qu'à moi. Et même s'il comporte quelques éléments généralistes, chacun est libre de se faire une idée, d'analyser en retour ce qu'il en est et de voir comment nous pouvons améliorer cette situation ensemble. Aussi, pour revenir à notre thématique, je dirais simplement que parler du contexte mondial comme un tout peut sembler exagéré. Toutefois, nous essaierons de catégoriser ce contexte, nous essaierons d'analyser ce contexte en prenant quelques éléments typiques, quelques éléments représentatifs des différentes régions géographiques. Nous commencerons par l'Afrique. Nous parlerons d'un repli clanique aveugle et à la limite d'une implémentation moins projective et souvent sauvage des réalités endogènes. Le cas patent est celui du Cameroun, où les vacataires, par exemple, enseignent pendant un semestre et sont supposés avoir une contrepartie numéraire de 60 000 francs dans une université de la place, de 60 000 francs numéraires à la fin du semestre, et à la fin du 10 semestre, le plus souvent, ils se retrouvent même parfois sans ces 60 000, parfois avec la moitié, parfois avec les 3/4. Si on divisait ces 60 000 francs par 6, cela n'atteindrait même pas les 30 000 et poussières du SMIC local. Là n'est qu'un exemple typique du Cameroun. Il y va du même dans beaucoup de pays africains. Pas forcément au niveau des universités, mais il y va du même au niveau des traitements. Ensuite, comment comprendre que dans les sociétés d'État, l'on arrive à recruter de manière clanique systématiquement. L'on parle une langue systématiquement. Dans les sociétés privées, l'on parle une seule langue, où l'on vient d'un seul groupe, en majorité. Dans beaucoup d'autres structures des pays africains, et surtout du Cameroun, les recrutements se font de bouche à oreille et surtout selon des affinités purement délicates. Il y va des affinités ésotériques, religieuses, des affinités familiales. L'objectivité semble avoir foutu le camp. Même au niveau des équipes nationales, les recrutements se font à 70% au niveau des cooptations.
le talent semble avoir perdu la place. Comment comprendre que dans un contexte pareil, l'on puisse parler d'équité, l'on puisse parler d'égalité, l'on puisse parler de justice, si le plus offrant est en grande partie gain de cause. Cette généralisation n'est pas systématique, je tiens à le souligner, car il y a des exceptions. Mais ce contexte biaisé est celui de beaucoup d'autres pays africains. Comment comprendre au final que des pays qui ploient sous le poids de la dette, sous le poids d'une imposition fiscale et monétaire injuste, se complaisent à admirer leurs colonisateurs? Ils disent, pour sortir du franc CFA, pour sortir de ceci, on va faire cela, oh, ça sera délicat d'implémenter, oh, le coût de la monnaie, oh, ceci. Ils semblent féliciter. Ils semblent se complaire. Nous semblons nous complaire dans cet état de fait malheureux où nous sommes plongés. Nous semblons admirer nos bourreaux. Comment comprendre enfin que les Africains soient les seuls qui n'arrivent pas à être unanimes, qui n'arrivent pas à être unis pour leur cause, quand tous les autres continents font corps unique pour valoriser leur image, pour mieux se présenter? Tout ceci m'amène à dire que le contexte est délicat et biaisé, en grande partie. Mais il y a espoir. Ensuite, réfléchir sur le contexte mondial, c'est aussi interroger le contexte européen et un contexte de fraternité altruiste et d'objectivité en malaise. Oui, l'Europe est un contexte d'objectivité en malaise. L'on crie à longueur de journée les droits de l'homme, l'on brandit à longueur de journée les droits de l'homme, mais l'on n'arrive même pas à accepter le simple fait que l'Afrique a colonisé le monde, l'Afrique a apporté la civilisation que l'on se vante même au monde. Oui, l'Europe en grande partie est sous le poids. En troisième lieu, le contexte idéologie est aussi celui d'une vision séculaire, accepter les autres, limitante et mais brandit les prétextes d'humanisme. En Asie, nous avons une vision mieux militante et hypocrite du monde. Une vision qui prône le rassemblement, une vision qui prône l'unité, mais qui peine à accepter la différence, qui maltraite ses propres fils parce qu'ils ont ouvert la bouche. Combien d'activistes ont été menacés? Mais surtout, une vision qui prétend être ouverte au monde, mais en fait qui est refermée sur elle-même. La Chine n'est-elle pas le marché du monde? N'investit-elle pas dans tous les continents, surtout chez nous ici en Afrique? Que peut-on dire de l'Asie, qui apporte beaucoup au monde sur le plan économique, mais qui paradoxalement est repliée sur elle-même, sur le plan de sa culture, sur le plan de sa religion? Même ces arts martiaux, nonobstant l'ouverture entraînée par beaucoup de maîtres et dont le fameux Bruce Lee, même les arts martiaux, nonobstant quelques avancées, sont une chasse gardée. C'est vrai qu'il y a une culture du secret dans tous les continents qu'il faut préserver. Je n'en disconviens pas. Mais l'attitude de prétendre être ouverte, pourtant on est fermé sur soi, on accepte difficilement les autres et surtout on accepte difficilement les Africains, les Noirs. Cette attitude est une attitude qui montre que le monde est tronqué. Oui, les mafias asiatiques, les mafias ici, l'Asie ploie sous le poids d'une a priori ouverture dans une réalité de monarchie spirituelle, une réalité de monarchie encore difficile à expliquer. La quatrième région géographique est celle
de l'Océanie et de l'Inde. C'est une religiosité fondamentale, empreinte d'une bourgeoisie indifférente. Oui, l'Océanie et surtout l'Inde, c'est une région géographique, une grande région géographique, empreinte d'une bourgeoisie indifférente. J'apprécie cette culturalité, cette religiosité forte et ancrée. Ça, j'y apprécie. Mais qu'en est-il des Ouïghours? Je peux me tromper sur la prononciation. Et des autres peuples africains qui sont les autochtones de l'Inde. Qu'en est-il des minorités en Inde et dans l'Océanie? Comment sont-elles traitées? Et sortant même du cas des minorités, comment est traitée une majorité de la population en Inde? Tout semble orienté sur le plan des clans, des grands clans dominants. Tandis qu'il y a parallèlement une pauvreté criarde qui frise même l'insolence. Comment comprendre ces milliardissimes qui font face à Bombay et d'autres villes de l'Inde ou des autres régions océaniques qui font face à cette pauvreté criarde? Cela me fait penser à Rio de Janeiro et ses favelas. La perfection est difficile, mais ce grand écart est, je dirais, incompréhensible. La cinquième région est celle de l'Australie. L'Australie, je parlerai davantage d'un complexe arien résurgent. Oui, tout comme il y a quelques bribes de suprématisme qui reviennent ci et là en Allemagne, en France et dans d'autres pays occidentaux, même en Russie. L'Australie, c'est surtout un complexe aérien résurgent. Tout semble conditionné sur le plan de la supériorité anglo-saxonne, de la supériorité aérienne. Les minorités autochtones semblent totalement délaissées. Mais surtout, quand on regarde le degré de difficulté, pas simplement dû à l'éloignement de l'Australie, mais le degré de difficulté que l'on a à intégrer l'Australie, surtout pour les peuples qui viennent d'autres régions du monde, excepté l'Europe ou les États-Unis. Les autres régions peinent énormément pour arriver en Australie, sur tous les plans. Et une fois même, l'intégration en Australie est souvent délicate. Je dirais même très délicate. Le sport nous montre là-bas, à ce niveau, quelques éléments d'intégration des populations locales. Les aborigènes. Mais en politique et dans d'autres domaines, qu'en est-il? Tout semble conditionné sous cette a priori ouverture, mais en réalité, un complexe de supériorité dû à certaines fraternités qui reviennent en force dans cette région australienne. Du moins, les populations locales, les autochtones, en savent mieux que moi et pourront confirmer ou infirmer ce que je pense, ce que je dis à ce niveau. Enfin, le contexte mondial biaisé, tronqué, phagocyté, est surtout celui des Amériques, une fraternité dominante sous couverture d'un capitalisme interrogateur. Oui, les Amériques, l'Amérique et surtout les États-Unis pouvoir sous le poids des fraternités, franc-maçonnerie, Opus Dei, Illuminati, autres sectes que je ne connais même pas, fraternité religieuse. Oui, l'on ne peut pas vivre sans religiosité, l'on ne peut pas vivre sans spiritualité. Mais du moment où une spiritualité impose de manière tacite, implicite, de manière subliminale ses ordres aux autres, sans leur donner la liberté, pourtant le libre arbitre, c'est la plus grande richesse que le Créateur nous ait donnée. Il est difficile de parler en ce moment de choix.
bien qu'il existe une petite marge de liberté, les Amériques, c'est un contexte rêveur. C'est un contexte rêveur et vraiment intéressant. Mais comment comprendre ce capitalisme où l'on se joue des différences des autres, où les minorités, ou du moins d'autres populations, des blacks, sont traités avec des a priori totalement, sont traités avec des a priori très différents, sont traités parfois même avec des marges de manœuvre vraiment intrigantes. Que dire par exemple des prisonniers noirs américains face aux mêmes infractions commises par des prisonniers dits blancs? L'écart de traitement vous en dira davantage sur l'attitude des États-Unis des Amériques. Mais surtout, comment comprendre ce capitalisme qui emploie des mesures protectionnistes quand bon lui semble, quand ses intérêts sont menacés, et interdit à toutes les autres puissances de le faire quand elles trouvent que ces puissances sont enclines à défendre aussi leurs intérêts. Heureusement, l'Union européenne ne se laisse pas faire et oppose le plus souvent, l'Union européenne et la Chine opposent souvent, le plus souvent, un refus de non-recevoir, opposent souvent un non-recevoir ferme. Mais que dire de l'Afrique? Comment prétendre à l'équilibre quand toutes les cartes sont déjà faites? Au niveau industriel, au niveau scientifique, au niveau religieux, même au niveau commercial. Il est difficile d'acheter par exemple un terrain dans le contexte du Cameroun actuel pour faire peut-être une grande industrie. Si vous n'êtes pas d'une région X ou Y, on va vous le rappeler. Difficile de faire dans la pharmacopée industrielle quand vous n'êtes pas membre d'un grand trust X ou Y. Difficile même de faire dans une certaine religiosité quand vous n'êtes pas supposé avoir une certaine ADN. Mais dans un contexte aussi conditionné, aussi biaisé, comment se gargariser d'être puissant, d'être efficace, quand toutes les cartes sont biaisées de l'avance? Courir avec un handicapé, une course de vitesse, même s'il a des prothèses, vous ne pouvez plus parler d'équité. Même s'il a des prothèses bioniques, simplement parce que les règles sont déjà totalement tronquées. Difficile de vraiment parler d'équité, de parler d'égalité, de parler de justice dans un monde actuel, de parler d'un contexte d'équilibre dans un monde actuel où tout semble conditionné. Mais que dire de l'Afrique? C'est délicat à imaginer. Mais j'insiste, l'Afrique doit revendiquer sa paternité sur le monde. Oui, comment le monde veut-il évoluer s'il ne reconnaît même pas déjà sa paternité, son origine? Puisque nous sommes à plus de 90% issus du même génotype qui est africain. Comment évoluer quand nous ne voulons pas reconnaître cela? Je terminerai en disant que ce capitalisme et ces fraternités imposantes, dominantes et même à la limite aliénantes semblent une avancée pour d'aucuns. Mais qu'est-ce qui est vraiment le vrai chemin de la liberté? Quel est vraiment le vrai chemin du bonheur? Si face à des petites épidémies, le monde semble si faible, quelle est vraiment notre marge de manœuvre? Je m'adresse à ce niveau à ceux qui, les tenants du pouvoir, tant en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique et dans d'autres régions que je n'ai pas citées.
Quelle est vraiment notre marge de manœuvre? J'insisterai en disant que le jeunisme, le futurisme et d'autres pratiques technologiques du capitalisme dominant peuvent être des avancées pour le monde, mais dans le sens où elles sont implémentées, pour l'instant, elles constituent en réalité délicate des freins au développement, à l'intégration, à l'épanouissement des hommes pour l'instant. Oui, libre à chacun de continuer à analyser ce contexte que moi je trouve biaisé et même peut-être phagocyté. Libre à chacun de voir à quel niveau se situer. Mais l'important est pour tous les continents, de faire une vision unique, une vision de postérité, une vision de bonheur, une vision d'acceptation mutuelle, une vision de lumière. Et l'espoir demeure, car l'avenir nous réserve de belles surprises. La lumière éternelle est en train de faire son chemin. La lumière éternelle, la lumière suprême, est en train de se manifester. Chacun de nous est libre de l'accepter ou de la refuser. Vivons de lumière, vivons en amour, en respect, en acceptation mutuelle. Vivons en félicité lumineuse. Activez la cloche de notification, mettez vos commentaires avec respect, je précise. Mettez vos objections, mettez vos propositions. Cela nous permettra d'améliorer et de voir dans quel sens nous allons au niveau d'Africa Light, à notre niveau, dirais-je, proposer du meilleur pour un futur plus reluisant, pour un futur de lumière. Aussi, avec Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Améliorons, pour nous les capitalistes, pour nous les communistes, ou nous les autres communautarismes, améliorons notre vision, nos projections technologiques et scientifiques pour un monde meilleur. Merci. Nous sommes ensemble.